Je voulais donc vous parler aujourd'hui des différents visages de la mauvaise foi. D'ailleurs, ça me fait penser en le disant même que pourquoi est-ce que j'ai utilisé, cette expression de visage? Heu, eh bien, probablement parce que, la mauvaise foi, je dirais, elle passe un peu partout, hein. La plupart du temps, elle passe inaperçue, d'ailleurs, on pourrait même dire qu'il y a certaines conventions, dans lesquelles, ou certaines expressions dans lesquelles la mauvaise foi, je dirais, est naturelle et même de mise, hein, par exemple, certaines formules de politesse, hem, qui, si on les décortiquait un petit peu plus, seraient un peu bizarres, bon, j'en ai pas une en tête, mais, bon, hem ou je sais pas, par exemple, vous dites à quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un: «Je suis très heureux de vous voir». Voilà. Je sais pas pourquoi on serait très heureux de voir quelqu'un qu'on connaît pas, hein. C'est parce qu'a priori, les gens qu'on ne connaît pas, de mon expérience, ils nous font peur, hein. On a plutôt envie de leur mettre une claque. Je plaisante un petit peu, mais bon. Voilà, disons qu'il y a probablement dans la vie en société une nécessité d'une certaine forme de mauvaise foi, hem, parce que sinon, bah, probablement qu'on passerait de notre temps, bah, déjà qu'on le fait un peu, à s'entretuer, voilà. Donc, j'ai voulu, apporter une définition un peu, originale, enfin originale, de la mauvaise foi et j'ai trouvé ça. La mauvaise foi, c'est quand notre raison suit la pente de notre vouloir, au lieu que notre vouloir suive celle de la raison. Je suis assez fier de ma formule, hein, parce qu'elle est de moi et je ne sais pas si vous la comprenez, mais c'est pour dire que en général, heu, si on suivait tout le temps la pente de notre raison, c'est-à-dire la pente de la logique et de l'objectivité, bien, on serait jamais de mauvaise foi. La mauvaise foi commence à partir du moment où il y a une espèce de décollement entre les 2. À partir du moment où on sent bien, on voit bien que la raison, la logique nous embête un petit peu, et qu'on préfère se réfugier, je dirais, dans autre chose. Cette autre chose, étant, bon, appelons ça la subjectivité, le moi ou la sincérité. Voilà. Donc le principe de la mauvaise foi, c'est que celui qui est de mauvaise foi, eh ben, en général, il veut pas s'avouer ce qu'il est à lui-même, même s'il le sait au fond de lui. Alors, en général, ce qu'on veut pas s'avouer, c'est des choses qu'on n'aime pas, hein, chez nous, mais dont on sait qu'elles nous concernent malgré tout. Bah, je sais pas, par exemple, on veut pas admettre qu'on est manipulateur, qu'on est mesquin, qu'on est envieux, hein. Alors, on sait bien qu'on l'est, en tout cas, on l'est, de temps à autre et au contraire, on veut, hein, on souhaite, on désire, apparaître, ou voire être, quelque chose qui est plus valorisé et valorisant en société. Alors, si je prends les contraires, des adjectifs que j'ai pris, le contraire de manipulateur, on veut être transparent. Le contraire de mesquin, ben, on veut être généreux et le contraire d'envieux, ben, on veut être aussi, généreux, détaché, quoi. Mmh. Mais le problème, et c'est Sartre l'explique bien d'ailleurs dans son passage sur la mauvaise foi dans, dans un chapitre dans L'être et le néant. Le problème, c'est qu'il y a tout quand on est de mauvaise foi, on peut jamais être complètement inconscient de notre mauvaise foi. Il y a toujours quelque chose, de préconscient qui sait, lui, au fond de nous, qu'on n'est pas ce qu'on paraît ou ce qu'on a envie de paraître. Cette, cette petite voix qui sait qu'on est comme ceci ou comme cela, par exemple, malgré nos nos dénégations, bah, on sait au fond de nous qu'on est amoureux de telle personne, hein. On a beau dire: «Mais non, je n'aime pas du tout cette personne, elle m'est tout à fait indifférente». Non, on le sait parce que, là, pour le coup, c'est notre sentiment qui le sait, qui nous trahit. Mais
on a suffisamment de duplicité, et on peut appeler ça de conscience ou de force, pour taire cette partie, hein, pour la censurer, pour l'étouffer, voire pour la refouler, même si j'aime pas trop le terme de refoulement, parce que en termes de refoulement, il y a presque l'idée que le refoulement, il est déjà inconscient, quoi, que ça disparaît comme ça, hop, sans même qu'on s'en aperçoive. Donc, attendez, je suis un peu perdu où est-ce que j'en étais. Oui, de la mauvaise foi. Il y a toujours une partie préconsciente, et si on considère qu'on a toujours, ça s'appelle penser, hein, un dialogue de soi à soi, eh bien, il y aurait dans ce cas-là, celui qui veut être ceci ou cela, c'est ce qu'on appellerait le moi empirique. Donc c'est celui qui veut, qui désire, qui a peur, qui proteste, qui se met en colère, etc. Et puis le moi qui est, on va dire, une pure raison pensante, une pure raison, un pur sujet pensant, qui est complètement logique, complètement philosophe, si vous voulez. Et donc, en général, il y a dans le phénomène de la mauvaise foi, évidemment, il y a un déséquilibre entre les deux. Le moi empirique, bon, c'est une métaphore, hein, que je prends, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle traduit bien la notion. Le moi empirique vient, on va dire, bâillonner ce moi transcendantal, qui peut pas être complètement étouffé, sinon on devient fou, mais en tout cas qui est assez fragile, on va dire. La la différence, alors évidemment, quand on pense mauvaise foi, on pense aussi à mensonge, hein, qui est un cousin, et je dirais que la différence principale entre le mensonge et la mauvaise foi, c'est que dans le mensonge, finalement, on sait qu'on ment à autrui. On le sait toujours qu'on ment. Donc il y a une forme de stratégie, si vous voulez, et il y a une forme d'authenticité dans le mensonge, assez paradoxalement, même si cette authenticité n'est plus très authentique, parce que souvent quand on ment, pour éviter la culpabilité, on va se raconter des histoires en se disant qu'on ment pour une bonne raison, hein. On va toujours trouver des bonnes raisons de mentir. Mais quoi qu'il en soit, dans le mensonge, je dirais le mensonge grossier, éhonté, on sait qu'on ment, hein. Alors que dans la mauvaise foi, heu, on peut être complètement, et on l'est généralement, collé à soi-même, sans aucune distance à soi-même. Ce qui en fait que la mauvaise foi est plus problématique que le mensonge, je dirais. C'est pour ça que souvent en pratique philosophique, je dis: «Écoute, fais-moi un beau mensonge bien construit, mais ne sois pas sincère». Ne sois pas sincère, parce que quand tu es sincère, tu es de mauvaise foi. Bon, je sais que j'avance un petit peu en disant ça, mais ça paraît un peu bizarre de dire ça. Mais le sincère, il est de mauvaise foi, ça c'est encore une idée de Sartre, parce qu'il est complètement collé à lui-même. Il est complètement englué en lui, il est complètement pris dans son système émotionnel. Vous savez, c'est celui qui jure la main sur le cœur, hein. Je te jure, heu et et hem et Sartre nous dit: «Bah non, il est de mauvaise foi, parce que c'est pas possible qu'il soit autant collé à lui-même, parce que c'est un être humain, il a une conscience, hein. Donc il doit bien voir, qu'il peut prendre de la distance avec lui-même». Hem et donc, je disais que quand on ment à autrui, donc il y a, paradoxalement, une forme d'authenticité, puisque, on sait qu'on ment, et donc en soi, il y a une distance de soi à soi. Alors que dans la sincérité, eh bien, on est complètement collé en nous-mêmes, hein. Et donc, c'est pour ça que finalement, de manière assez intuitive, la sincérité et la mauvaise foi vont bien ensemble, et en revanche, le véritable contraire de la mauvaise foi, c'est l'authenticité, hein. Le contraire de la mauvaise foi, c'est pas la sincérité, c'est l'authenticité. Donc si vous voulez, dans la pour dans la pensée en général, dans la pratique philosophique et dans la vie, je dirais, le mieux serait, d'être authentique, plutôt que d'être sincère, parce que l'authenticité nous garantit une distance avec nous-mêmes,
et donc nécessairement avec les autres, et nous garantit une plus grande souplesse de pensée, une souplesse de comportement que ne nous permet pas la sincérité. Parce que, encore une fois, le sincère ne pense pas, il est toujours collé à lui-même, il ne fait qu'un. Alors ça peut avoir des avantages, hein, ceci dit, hein. Par exemple, c'est vrai que dans l'amour, on est plus sincère qu'authentique en général, hein, et celui, qui veut que vous l'aimiez, ben, il voudra peut-être plus que vous soyez sincère que vous soyez authentique. C'est pour ça que l'authenticité peut être un problème pour l'amour. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Encore une fois, Sartre, fait beaucoup de critiques alors la relation amoureuse comme étant, un des exemples, de sincérité et de mauvaise foi. Mais alors une fois qu'on a dit ça, donc si je dis, comme je disais au début, que la mauvaise foi, c'était je dirais un décalage entre ce que je veux, mon vouloir et la raison, donc ce que je pense, ou en tout cas ce que je devrais penser si je suis le sens commun et la raison. La question se pose donc de savoir, quand je suis de mauvaise foi, qu'est-ce que je veux? En général, pourquoi sommes-nous de mauvaise foi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tout le temps authentique? Alors, là, je vais vous lancer plusieurs idées. Bon, c'est assez banal, hein, ce que je veux vous dire, mais ça vaut peut-être mieux en le disant. Donc, la première chose que je veux, c'est avoir raison. D'ailleurs, je note que l'expression est particulièrement maladroite, hein, parce que justement, avoir raison, c'est ne pas avoir raison en général, hein. C'est-à-dire, avoir raison, c'est-à-dire qu'il y ait un consensus que notre point de vue est celui qui va s'imposer. En général, ça ne suit pas la raison d'un point de vue objectif, hein. Donc, pour avoir raison, je suis prêt à user de plein de stratagèmes. Alors, soit ils sont complètement conscients et réfléchis. Dans ce cas-là, on appelle ça la rhétorique, ou la manipulation, je dirais, la manipulation intelligente. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, hein, mais enfin qu'elle est vertueuse, mais en tout cas, elle est pensée, elle est stratégique. Ou alors au contraire, des manières assez quasi inconscientes de vouloir avoir raison. Donc, une des, un une des manières, on va dire, les plus courantes de vouloir avoir raison et donc d'être de mauvaise foi, c'est d'être dans le déni, hein. Là, le déni, c'est très courant dans les couples, dans les familles. C'est-à-dire qu'on arrive à se persuader, par exemple, qu'on a dit une chose, alors qu'en fait, on ne l'a jamais dite, hein, et même si les témoins disent: «Mais non, mais tu n'as jamais dit ça». Si, je l'ai dit, hein. C'est là où on regrette qu'il n'y ait pas des enregistrements qui soient faits, hein. C'est d'ailleurs pour ça que moi je le fais. Soit au contraire, la personne va vous tenir mordicus, qu'elle n'a jamais dit une chose que tout le monde a entendue, hein. C'est quand même très bizarre que 3 personnes aient entendu une chose alors que la personne prétend ne l'avoir jamais dit. Donc voilà, ça c'est typiquement le déni, hein. C'est assez pratique et assez pratiqué comme habitude. D'autant plus que quand on prend en âge, heu et qu'on peut avoir en plus l'excuse d'une mauvaise mémoire, une certaine forme de rigidité intellectuelle, on aura encore plus tendance à dénier les choses. Et puis finalement, comme quand les gens sont habitués à ce que vous déniez, de mauvaise foi, ça devient tellement épuisant finalement d'essayer de contrer qu'on laisse dire, hein, on laisse faire. Donc je renvoie chacun à ses expériences personnelles dans sa propre famille ou dans son couple. Je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver, ou avec ses enfants d'ailleurs, hein, parce que très tôt les enfants savent pratiquer le déni. Donc pour vous faire une idée plus concrète, c'est d'attaquer, faire ce qu'on appelle une attaque ad hominem, hein, c'est-à-dire d'attaquer la personne et d'essayer de la décrédibiliser
Alors ça, il y a pas mal de manières de décrédibiliser des personnes. Par exemple, en leur disant que s'ils nous reprochent quelque chose, on leur dit bah, toi aussi tu le fais, hein, toi aussi tu le fais souvent, ce qu'on appelle un prêté pour un rendu, hein, ou le tit for tat en anglais, qui a beaucoup de succès. Ou bien on va prétendre que l'autre a des mauvaises intentions, que par exemple lui aussi veut avoir raison. Donc on ne voit pas pourquoi il aurait plus raison, il voudrait plus avoir raison que nous. Voilà. Ou peut-être même qu'il veut se venger, qu'il a une mauvaise intention derrière, il veut se venger d'un mauvais coup qu'on lui aurait fait ou d'une humiliation précédente ou je ne sais quoi. Enfin, tous les coups sont permis. Et dans la même veine, ensuite, vous avez l'ensemble des outils rhétoriques, alors qui sont assez faciles à déceler quand même. Alors, je vous les donne un peu pêle-mêle, hein. Alors, il y a l'argument d'autorité. Par exemple, alors, ça marche d'autant mieux qu'on prend des choses qui sont frappantes, hein. En général, ce qui revient souvent, c'est Einstein et Hitler, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi ce sont des Allemands, hein, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais voilà, quand vous citez Einstein et Hitler, tout de suite, ça fait forte impression. Alors, si Hitler a fait ça, c'est forcément que ça doit être mauvais. Si Einstein a dit ça, c'est forcément que ça doit être intelligent. Alors, il y a aussi dans les arguments d'autorité, il y a les chiffres de tel institut, les chiffres de l'INSEE, les chiffres de l'institut, je ne sais pas quoi, Montaigne, etc. D'ailleurs, si on accole un nom de philosophe à un institut, ça fait encore meilleur effet. Après, il y a un truc d'avocat que j'avais remarqué, j'avais appelé ça l'accumulation asphyxiante d'exemples ou de l'accumulation de pseudo-arguments. C'est-à-dire qu'il ne vous laisse pas le temps de respirer, il vous balance des salves de pseudo-arguments, il vous en donne 4 d'un coup, et puis vous ne savez plus quoi dire, quoi, hein. Alors, c'est une forme de mauvaise foi dans le sens où ils savent très bien que si vous laissez le temps un peu de déconstruire tout ce qu'ils disent, eh ben, tout ça tomberait assez rapidement à l'eau. Mais il y a un effet comme ça d'accumulation, hein, qui fait qu'on peut assez facilement, je dirais, clouer le bec à son interlocuteur. Ou en tout cas, pour ce qui est des avocats, leur objectif, c'est pas tant de clouer le bec que d'instiller un doute raisonnable dans l'esprit des jurés, ce qui va faire qu'il n'y aura pas justement souvent le consensus qui est recherché pour obtenir une accusation. Il y a aussi la fausse question ou la fausse alternative, hein. Un qui était vraiment fort là-dessus, c'était Sarkozy, hein, je me souviens. On lui faisait une critique et il disait bah, alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça, vous préférez que je fasse ça? Non, bah donc c'est bien ce que j'ai fait. Vous voyez. Puis évidemment, si on fait un peu de théâtre, hein, en plus, ça met un peu plus d'effet. Voilà. Alors, je vous en cite d'autres comme ça. Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, entre la rhétorique et la philosophie, vous pouvez consulter Schopenhauer, hein, qui a écrit un petit traité qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison. Je crois qu'il cite une quarantaine de stratagèmes de mauvaise foi pour emporter le débat dans les discussions mondaines. Ensuite, le grand 2, si vous voulez, la deuxième raison pour laquelle on a une mauvaise foi, en général, bon, évidemment, ça va se recouper, hein, avec ce que je vous ai dit précédemment, mais là, on n'est plus dans l'ordre de l'attaque, on est plutôt dans l'ordre de l'imposition, on est plutôt au contraire de l'ordre de la défense, hein. Donc là, je veux me défendre contre, en général, une critique ou une objection, une réfutation, dont je sens la menace, ou c'est un jugement qui porte sur moi. Et évidemment, en général, ça touche quelque chose que je connais de moi-même, mais que je répugne à penser. Cette chose-là, en général, que j'appelle préconscient. Et d'un coup, quand quelqu'un nous le dit, ça prend une tournure tout à fait vivace, tout à fait présente et tout à fait désagréable, ce qui fait que ça va entraîner tout de suite une contre-attaque. Par exemple, imaginez pour quelqu'un qui valorise le courage et l'honneur, vous lui montrez dans son discours même qu'il vient d'être lâche, par exemple.
Donc du coup, il va pas du tout être content et en général, ce qui va se passer, c'est qu'il va se mettre en colère. Et donc cette colère qui peut être une colère simulée aussi, on va s'offusquer, hein. Alors moi, je vois ça assez souvent, hein, dans mes ateliers, on s'offusque, on monte sur ses grands chevaux, on fait des grandes dénégations, on s'indigne, heu et évidemment, tout ça est un peu suspect, quoi. Si vous vous indignez tout de suite pour une chose, bah, ça aurait plutôt tendance à montrer au contraire que la personne a vu juste, hein, puisque selon l'adage, il y a que la vérité qui blesse. Hem et donc évidemment, on va être d'autant plus de mauvaise foi quand on se met en colère, puisque la colère, c'est une émotion, éminemment sincère, hein. C'est vrai qu'on peut faire de la colère simulée, mais le problème de feindre la colère, c'est qu'on on se laisse emporter par son propre jeu et on devient vraiment en colère, hein. Après, je ne sais pas si chez des acteurs ici, je ne sais pas si vous avez joué la colère, mais j'imagine que ça doit être, difficile de jouer vraiment la colère sans soi-même devenir en colère. Hem, donc et en général, cette colère, il y a un sous-jacent derrière qui est la honte, hein. Comme la personne a touché juste et que la chose qui nous est désagréable, on a honte de la montrer, eh bien, on va se mettre en colère pour, la cacher et pour, tenter de reprendre une forme de puissance, par rapport à, ce qui serait un aveu d'impuissance, hein. C'est-à-dire d'avouer quelque chose, d'être lâche par exemple, quelque chose d'inavouable pour certaines personnes. Hem, alors cette mauvaise foi peut aussi, prendre la forme de, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, de ce que j'appelais un prêté pour un rendu, hein. Donc dans ce cas-là, il s'agit d'attaquer, l'autre quand il nous attaque, de faire une forme de diversion en lui reprochant exactement la même chose, que ce qu'il nous reproche. Alors qu'objectivement, c'est pas parce que vous reprochez quelque chose à quelqu'un et que vous-même l'avez fait que ce que vous dites est faux, hein. On peut très bien, reprocher à quelqu'un de voler tout en étant soi-même un voleur. À la limite, on se dit: «Bah, au moins, je sais de quoi je parle, quoi». Hein, si je suis un voleur moi-même, voilà, je suis un expert, donc je suis bien placé au contraire pour dire que toi aussi tu es un voleur. Hem, voilà. Et autre, forme de la défense aussi, ça peut être le fait, de minimiser, hein, ou ce que j'appelle de circonstancialiser, c'est-à-dire de relativiser décidément j'ai un peu du mal, relativiser, en utilisant les circonstances. Alors moi, c'est très fréquent dans les consultations, philosophiques, hein, je vois quelque chose, je dis à une personne: «Bah, voilà, de ce que je vois, vous êtes comme ci ou vous êtes comme ça a l'air d'être comme ci en tout cas». Puis la personne, va dire: «Bah, non, non, mais c'est parce qu'aujourd'hui je suis fatigué ou c'est juste parce que c'est vous, parce que vous me posez des questions gênantes, mais d'habitude je suis pas comme ça». Voilà. Alors le «d'habitude je suis pas comme ça», bah, c'est possible, mais en général, en tout cas dans le genre d'exercice que je pratique, c'est quand même assez rare parce que moi je ne fais que montrer que des choses que enfin je fais que montrer ce que vous êtes, et ce que vous êtes en général, vous l'êtes tous les jours, hein. Alors, on pourrait prendre ça comme une bonne ou comme une mauvaise nouvelle, hein, mais voilà, en général les miroirs, bah, ça reflète quoi, ça réfléchit puis ça reflète. Alors j'essaie d'être un bon miroir, hein. Alors parfois il faut un petit peu déformer justement pour que ça soit plus visible, hein. Il faut faire un peu un effet de loupe et mais bon, en général il y a rien d'anodin quoi, c'est pas ou d'exceptionnel comme ça. Hem, alors la minimisation, elle peut passer par des expressions typiques, comme quand on dit: «Ben, oui, c'était une petite lâcheté, mais au nom d'un bien supérieur», hein. Là, c'est l'argument de la fin justifie les moyens, hein. Ou alors les personnes qui disent: «Oh, il faut remettre ça dans le contexte», hein. Vous savez, on dit les hommes politiques, ils aiment bien ça. Il faut remettre ça dans son contexte. On était dans une époque alors c'est vrai qu'il
il y a des choses qui sont à remettre dans un contexte, mais n'empêche que cette chose-là, malgré tout, vous l'avez dite, hein. En général, si on l'a dit, ça trahit bien quelque chose, hein. Comme disait Heidegger, le langage, c'est la maison de l'être. Donc, c'est difficile d'en sortir quand même de la maison de son être. Vous dites quelque chose, en général, ça révèle toujours quelque chose de vous, quoi. Voilà. Et puis troisième raison de grand 3, c'est-à-dire grande manière d'être de mauvaise foi, c'est tentative de séduction, hein, ou pour montrer sa valeur. Donc ici, en général, on va plutôt, la mauvaise foi va plutôt prendre la forme d'une espèce de forme de triche. Donc on va exagérer, hein. Alors on va exagérer notre rôle dans une situation, c'est typiquement, c'est la personne qui vient de se prendre un point dans la figure qui se dit: «Ah bah, je les ai bien eus, ils étaient 3 contre moi, je les ai tous mis à terre», vous savez? Ils m'ont attaqué en traître. Ou alors c'est le contraire, la personne qui a fait quelque chose manifestement assez exceptionnel qui dit: «Non, mais, j'ai rien fait du tout, c'était rien», hein. Ça serait plutôt de la fausse modestie, hein, assez, classique aussi. Donc là, le stratagème, ça consiste surtout à, je dirais, à travestir, le passé, à faire du storytelling, hein, à raconter la belle histoire, en général, qui nous met en valeur, l'histoire dont nous sommes le héros. Alors, je ne sais pas si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, mais on voit beaucoup ça, hein, notamment sur LinkedIn, où, alors ça prend 2 formes. Alors, c'est soit les super, les superman, quoi, le mec qui donc les personnes qui ont vendu, qui ont fait tel chiffre d'affaires, qui ont, monté leur boîte et cetera. Les super winners, soit au contraire les super résilients, hein. Alors ça, c'est contraire et c'est ceux qui se présentent comme une super victime. Il leur est arrivé des tas de catastrophes, hein. Ils ont perdu un bras, en passant sous un train, puis après ils ont fait 3 faillites, mais ils s'en sont sortis finalement et puis ça vaut le coup, hein. Donc allez-y, faites comme moi, vous verrez, ça vaut le coup, accrochez-vous, hein. Donc ça, c'est très, à l'américaine. Donc vous savez, c'est le c'est le héros qui passe à travers plein d'épreuves et qui à la fin, triomphe, hein. Voilà, alors pourquoi pas, hein, je veux dire, ça fait toujours des belles histoires, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a toujours une part de mauvaise foi assez importante dans ces récits, ne serait-ce que par la manière dont ils sont présentés et tout ce qu'ils occultent, je dirais de ce qu'il a fallu comme, je dirais comme compromission ou comme compromis, heu, pour, heu, pour arriver quoi, là où ils en sont. Ce qui veut pas dire qu'ils n'ont pas de mérite, hein, évidemment. Hem, voilà, mais là, c'est, grosso modo, ouais, c'est un bah, c'est l'industrie de la séduction. Alors ça peut être, séduction au niveau individuel, au niveau, corporate, ce qu'on appelle le marketing ou la publicité. Voilà. Voilà, dans la publicité, il y a toujours, en général, toujours une forme de mauvaise foi. Mais ce qui est intéressant, c'est que, malgré tout, il y a un côté performatif, hein. C'est-à-dire que c'est fait pour provoquer une réaction, pour provoquer, quelque chose. Hem, 4e, grande raison, on veut, là, c'est plutôt de l'ordre de la défense. Là, c'est vraiment éviter un conflit, hein, donc là, c'est plutôt la peur qui est le moteur. Heu, Typiquement, c'est que, on ne veut pas dire ce qu'on pense, on ne veut pas blesser une personne, mais on ne veut pas non plus mentir éhontément parce que ça se verrait trop. Vous voyez, on est un peu entre les 2. Donc là, ça va provoquer en général un sentiment de gêne, hein, qui est largement partagé. Et ici, on va plutôt jouer sur les euphémismes, hein. Par exemple: mais non, tu es pas avare, tu es juste économe», hein. Ou comme Obélix: «Mais non, je suis pas gros, je suis juste un petit peu enrobé». Ouais, c'est typiquement ce genre de jeu qu'on peut avoir avec le langage où on va tenter d'enrober justement nos jugements qui, sont tout à fait tranchés en notre fort intérieur, hein. On va les enrober avec des circonvolutions, qui évitent de dire franchement ce qu'on pense. Alors ça vaut pour les autres et pour nous-mêmes, hein. Quand c'est pour nous-mêmes, on appelle ça de la complaisance.
et pour les autres, c'est plutôt de l'hypocrisie, on va dire. Donc, hem, voilà et donc, et quand c'est pour nous-mêmes, on peut dire que il y a un jeu entre le sujet empirique qui prétend, qui veut être courageux et d'ailleurs qui, par la méthode Coué, se le répète souvent: «Je suis courageux». C'est peut-être pour ça que la méthode Coué, ça marche pas vraiment parce que difficile de tuer la petite voix intérieure qui dit: «Mais non, je sais que tu es un lâche, je t'ai vu faire ça». Hein, d'où évidemment les cas de conscience et d'où les tragédies, hein, les tragédies shakespeariennes qui sont en partie basées sur ces conflits internes. Mais donc il y a un conflit comme ça entre le sujet, empirique et le sujet transcendantal, mais comme le sujet empirique est très, très fort, en général, il va bien réussir à faire taire l'autre. Voilà, bon, je pense que chacun pourra compléter, sa sa liste de manières d'être mauvaise foi avec, d'autres, manières. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que, dans cette mauvaise foi, il y a malgré tout, il y a toujours un dialogue, même s'il est étouffé, qui peut se jouer entre donc ce que je disais, ce moi empirique et ce qui ce moi empirique qui veut, hein, on va dire ce vouloir, ce désir et qui veut quoi? Alors ça, c'est ce que les psychologues ils appellent le moi idéalisé. Vous savez, ils veulent quelque chose qui n'existe pas, ils veulent être, Superman, ils veulent être, aimés par tout le monde, ils veulent être parfaits. Alors ça, c'est le pire ça, ceux qui veulent être parfaits, alors les pauvres. Parce qu'évidemment, enfin je dis les pauvres, c'est un peu compassion parce que si on veut être parfait évidemment, on est condamné à être malheureux, hein. Hem et ou on peut appeler ça un moi fantasmé si vous voulez et donc le moi transcendantal, ce que Descartes appelait le sens commun ou Kant, appelait ça la perception transcendantale, ou on pourrait appeler ça aussi la raison universelle, qui elle, en général est capable de voir la vérité de notre être, mmh et donc pour terminer sur une note plutôt optimiste, donc je dirais le propre de l'authenticité justement, c'est d'arriver à avoir un dialogue équilibré, hein, entre ce moi empirique et puis ce moi transcendantal. Ce qui s'appelle donc penser, hein, puisque selon Platon, penser est un dialogue de l'âme avec, elle-même. Voilà. Je